Souf Madina exerce un des métiers les plus dangereux de Mayotte, chauffeur de bus. Il est 6 h du matin et il démarre sa tournée de ramassage scolaire. Nous voilà partis pour le ramassage des élèves. Sur la route, les ennuis commencent à Vaïbé. Dès le premier arrêt dans le village de Vaïbé, une médiatrice en t-shirt orange tente d'apaiser les élèves. Toi, tu veux jouer les caïds? J'en ai vu des durs. Je suis pas un dur, je suis un doux. La moitié de la population de l'archipel de Mayotte a moins de 18 ans. Les élèves doivent se lever très tôt. Sur les routes de l'île, les distances sont courtes, mais les embouteillages quotidiens. Tous les jours, c'est comme ça. Policier de Djoumounié là. Chaque matin, 2000 jeunes se croisent ici, dans la rue principale du village de Djoumounié. Une altercation en pleine rue dégénère subitement en une violente bagarre. Et pourquoi ils se bagarrent? Si à Mayotte, c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça, pas du genre qui vient pas du même village. Le conducteur se fraye un passage pour s'éloigner et éviter que son bus ne devienne une cible. Déjà, il y a des gens qui vont prendre des cailloux. C'est pendant les bagarres que les jeunes en profitent pour casser le bus. Contraint de sauter un arrêt pour ne pas prendre de risques, Souf Madina décide de modifier sa tournée. Salut, je retourne plus à Djoumounié. Il y a eu une bagarre, je file direct. Ils ont lancé des cailloux sur le bus. Heureusement qu'on n'a rien eu. Je n'ai pas pu prendre les élèves à l'arrêt. Des dizaines d'élèves vont rater leur bus et leur cours ce jour-là à cause de ces violences. Un incident, loin d'être un cas isolé. Car Mayotte est un des départements les plus déshérités de France. Paradis tropical, situé dans l'océan Indien, à 10 heures de vol de la métropole, Mayotte faisait partie de l'archipel des Comores. Lorsqu'elles deviennent indépendantes en 1975, Mayotte choisit de rester française. Le drapeau bleu-blanc-rouge y flotte toujours. L'île regorge de spots de plongée et de plages dont profitent les touristes. On peut voir les tortues, il y a des raies, il y a des dauphins. Pour moi, c'est la plus belle plage de l'île. Stratégiquement située entre Asie et Afrique, Mayotte abrite de puissants radars militaires, un camp de la Légion étrangère et un centre d'entraînement commando. Comme dans n'importe quel département français, on y trouve une préfecture, des mairies et des bureaux de poste. Mayotte fait aujourd'hui figure d'Eldorado pour ses voisins des Comores. Chaque jour, nombreux sont ceux qui risquent leur vie sur des barques de pêcheurs pour rejoindre ce petit morceau de France. Mayotte est devenue la principale porte d'entrée de l'immigration clandestine. Meunier, lève les mains derrière là. Lève les mains, toi. Traqués par les forces de l'ordre, ils ont pris la première à droite. Un tiers des 300 000 résidents de l'île n'auraient pas de titre de séjour, aux grandes dames d'une partie de ses plus vieux habitants. Ils dégagent d'ici parce que sinon Mayotte est vouée à s'écrouler sous l'immigration clandestine. Dans le collimateur de ces Mahorais en colère, des jeunes, pour la plupart français, mais enfants de l'immigration des Comores, rejetés dans des ghettos insalubres. Eux, ils savent qu'on est des citoyens français au moment de voter. Et après, chacun vote, il passe, ils nous oublient. Signe des tensions actuelles, les ministres multiplient les visites et les déclarations choc. J'aurai l'occasion d'échanger avec toutes les forces politiques du pays pour notamment suspendre le droit du sol tel qu'il existe ici à Mayotte. Département le plus pauvre de France et un des plus violents, Mayotte est-elle en passe de devenir incontrôlable? Vas-y, jetez là. Vas-y, jetez là. Enquête sur une île prise entre rêve et cauchemar.
À la sortie des cours devant le lycée de Dzoumogné, sur les lieux de la bagarre matinale, la tension n'est pas retombée. Les gendarmes décident d'escorter le dernier bus pour la fin de sa tournée. Bonjour, je vais partir avec le bus de derrière, il part avec 16h. Ok, je passerai en premier, j'éclairerai et comme ça je regarderai s'il y a des problèmes sur la RN. Ok. Voilà. Régulièrement visés, eux aussi, les gendarmes veulent prévenir les incidents. À environ 500 mètres face à nous, il y a un barrage. Ouais, il est là, il est là. Avance, on va se servir du véhicule, Un tas de branchages qui cachent peut-être un piège. Des assaillants dissimulés dans la forêt. Mage, tu restes en appui, je vais dégager le barrage. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est clair. On rembarque, on retourne là-bas. La crainte, en fait, c'est la mise en place d'un barrage au niveau de la route principale. Les automobilistes ralentissent, voire ils s'arrêtent, et après ils se font caillasser, voire dépouiller dans la voiture. Allez, 6 novembre 10, je quitte les lieux, là, j'escorte un bus. Au volant de son véhicule, le chauffeur connaît bien ses agressions. Des passagers ont été blessés par arme blanche dans son bus. Souf a exercé son droit de retrait. Il a refusé de conduire sous la menace. Il a même porté plainte. Rien n'y fait. Les caillassages restent quotidiens. Ce sont des règlements de compte. Si un jeune visé par une bande se trouve dans le bus, un message est envoyé à ses rivaux pour les prévenir. Après, ils vont tous se passer le mot et attendre le passage du bus pour le caillasser. Cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux révèle l'agressivité des assaillants. Venez, venez, fils de pute. S'ils caillassent le bus, arrête-toi, on va se les faire. Arrête le bus, chauffeur, arrête-toi. Aucune ligne de bus n'est épargnée. Alors que son véhicule vient de subir un violent assaut, Abdullah Jmatouar, un autre chauffeur, est encore sous le choc. Il n'y a plus qu'à nettoyer et rebelote le lendemain. Il y a eu des élèves blessés. Dès que j'ai ouvert la porte, ils sont partis en courant. Il y en a 2 ou 3 qui étaient terrorisés, en train de crier, pleurer, etc. etc. Un bus sur 2 est cassé. Regardez celui-là là-bas, il y a une fenêtre et la porte juste devant le chauffeur. L'arrière aussi, j'ai changé récemment. Et là, c'est pas encore changé là? Celui-là n'est pas encore changé parce qu'on est en rupture de stock. Il n'y a plus de vitres. Il n'y a plus de vitres à mettre. L'épicentre des tensions, c'est le lycée de Kahani. Avec ses 2400 élèves venus de toute l'île. Des bandes rivales s'y toisent et s'y défient. En première ligne face à la violence, les enseignants. Professeur de français, Jérémy Cézot prend tous les matins la température auprès de ses élèves. Comme souvent avant les vacances, on a des rumeurs de bagarres dans le lycée de Rix. Hier, on a reçu des messages de collègues qui ont eu des élèves qui les ont contactés, leur disant que possiblement il y aurait des bagarres aujourd'hui. C'est des petits gamins, ils sont soit au collège, soit à l'école primaire. Pourquoi ils courent? Je sais pas trop, apparemment ça commence à s'agiter. Là, vous voyez un groupe là-bas qui sont en train de remonter le long de la route départementale. Ça, c'est pas bon signe. Hein? Je sais pas, ça commence à bouger là. Tous les jours c'est comme ça. Tous les jours c'est comme ça. On se lève à 4 heures pour se faire lancer des cailloux. Normal. Les bagarres elles peuvent surgir parce qu'il y en a un qui a piqué la copine de l'autre. Ou même pour une casquette, quoi. Ça part de là et après ça enfle, ça part en vendetta et c'est inarrêtable. Pour éviter que des bandes adverses ne règlent leur compte à l'intérieur, l'entrée du lycée est étroitement surveillée. Ce jour-là, les élèves sont fouillés par des gendarmes mobiles. C'est très bien pris, quoi. C'est très accepté. Le patron de la gendarmerie de Mayotte, le colonel Capel, a fait le déplacement. Ce dispositif exceptionnel soulage le proviseur. Les jeunes filles demandent
Oui. Les fouilles, effectivement. Oui. Parce qu'elles peuvent être régulièrement contraintes par leurs amis, leurs copains, à transporter sur elles des objets contendants, des armes blanches. Et donc, il nous faut effectuer ce travail, qui est presque celui que l'on effectue dans un stade de foot. Cet élève vient de se faire prendre par les gendarmes avec une arme dans ses affaires. Il avait une barre en métal et une machette dans son sac. Il a essayé de... Ah, pas la barre, mais la machette. Une machette de 30 cm de long. En 2021, 2 lycéens ont été tués à Mayotte dans des affrontements entre bandes. La veille, une élève a été blessée à Kahani d'un coup de couteau à l'omoplate. La violence est montée d'un cran depuis l'automne. Et les combats entre bandes débordent à l'intérieur du lycée. Oh là 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 là, c'est chaud là. On va se mettre de ce côté. Caillassage à l'intérieur. Voilà, le jeune homme. J'ai la faiblesse de penser que le phénomène n'est pas réellement nouveau. Ce qui peut être nouveau, c'est plutôt l'augmentation de la fréquence des incidents, des affrontements. Après, là, ce matin, on était quand même bien pourvus avec les cadres féminines. Ah, c'est bien. C'est ce qu'il faut aussi, ça marque les esprits, on disait. Pas sûr que ce déploiement de force suffise à rassurer complètement le chef d'établissement. Des casques de protection comme ça, mais ça se trouve pour les... Pour vos employés? Non, non, pour nous. Pour vous ouais. Alors, de cette qualité, si vous voulez, avec cette protection balistique, non, parce que... Et ça, c'est assez lourd quand même. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le sous-peser, mais... Ah oui, oui, c'est du costaud. C'est un vrai casque. Oui, c'est un vrai casque. Le proviseur reçoit régulièrement Jérémy, le prof de français, pour rassurer les enseignants sur leurs conditions de travail. Enfin, moi, ça me bouleverse en fait, d'entendre ça tous les jours. Moi, je reçois des messages de collègues qui me disent qu'ils paniquent au moment de passer la porte d'entrée du lycée, qu'ils songent très franchement à démissionner, à muter, qui sont en arrêt maladie. Là, cette année, elle est terrible, hein, elle est terrible pour tout le monde. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'heures de cours perdues? On est au moins un tiers des heures non assurées. Un tiers, c'est beaucoup, non? C'est insupportable. C'est beaucoup, bien sûr. C'est beaucoup trop. Le ras-le-bol est général. Des heures de cours en moins, des notes incomplètes, un trimestre amputé. À bout de patience, une partie des élèves manifeste leur colère. On voudrait la paix. On est invisible, on ne voit pas. On crie, mais on ne voit pas. On pleure, on ne voit pas. Nos familles s'inquiètent, on n'en peut plus. Est-ce que demain, ça sera toujours comme ça? Nous, on veut changer. On vient ici de temps pour apprendre, pour étudier. On a marre. Pour surmonter cette violence quotidienne et se détendre, en fin de journée, Jérémy rejoint des amis enseignants sur la plage de Sohoa pour une partie de beach volley. Ah, pardon, Gorgui! C'est toujours des fois compliqué quand on reste dans une spirale un peu négative ou très concentré sur nos problèmes, de pouvoir des fois s'en extirper. Et ce genre de cadre aide beaucoup à cela. Donc ouais, c'est des bouffées d'air frais et on arrive le temps d'un instant, d'une partie de beach volley ou de quelques bières partagées ici là, sur la plage à oublier tout ça et à se croire en vacances. Et ça, c'est pas mal. C'est en partie pour ces moments que le jeune prof a choisi de venir travailler à Mayotte. Les 5% de métropolitains qui vivent ici y sont souvent installés depuis longtemps. Denis Fabre est tombé amoureux de l'île lorsqu'il a débarqué il y a 15 ans, engagé alors dans la Marine nationale. J'allais faire le plein d'essence, pas mal de trucs à faire. Élève de seconde, sa belle-fille préfère retenir la douceur de vivre de Mayotte plutôt que les cours qui sautent. Les plages sont à côté, on peut faire beaucoup d'activités, etc. Ça va,
Le samedi midi, c'est le moment où on se retrouve en famille. Toi, tu dormiras dans le jardin, dans le hamac, si tu veux. Avec les moustiques. La compagne de Denis, Chloé, est institutrice. Denis, lui, a monté une société de safari en mer. Moi, je ne conçois pas Mayotte sans bateau. Si on aime la mer, à Mayotte, c'est un paradis. Ce jour-là, Denis et Chloé travaillent ensemble. Ils emmènent les élèves de CM1 de Chloé à la découverte de l'île. Certains de ces enfants ne sont jamais montés sur un bateau. Ils vont participer à une expérience unique avec des scientifiques, le repiquage de coraux. Vous commencez par la photogrammétrie, ensuite le bouturage et à la fin vous faites... Direction le lagon. Cette étendue d'eau peu profonde qui entoure l'île est fermée au large par un récif qui abrite une biodiversité unique. 250 espèces différentes de coraux y forment un habitat et un réservoir de nourriture pour des centaines d'espèces de poissons. Un écosystème en danger, menacé par le réchauffement climatique et la pollution. On sait que les coraux sont en train de mourir, là de plus en plus, et on souhaite restaurer cette barrière de corail. Et en fait, on essaye de sensibiliser les enfants à cette restauration, donc ce qui est très important. Ce genre de sortie tranche avec le quotidien de la plupart des jeunes Mahorais. Un quotidien de violence latente, prête à exploser à la moindre étincelle. C'est le cas dans le centre de l'île, empoisonné par un conflit entre deux villages voisins, au loin Combani, au premier plan Mirereni. Soutenus par des adultes, les jeunes s'y affrontent régulièrement à grande échelle, à coups de pierre, de barres de fer et de machettes. Tout au sol, les stigmates des violences des derniers jours sont encore visibles. La rivalité fait souvent la une du journal télévisé local. Les hostilités sont alimentées par des clips de rap au ton agressif. La star locale de Mirereni, c'est Gia. À 20 ans, Gia a passé son bac technique à Kahani. Le fief de sa bande, c'est ce terrain de sport où il tourne ses clips. Dans ses morceaux, il dénonce les accusations qui pleuvent sur les jeunes de Mirereni. Je parle de notre quotidien, de nos galères, de ce qui nous touche. Mais il y a des gens qui comprennent mal notre message. Ils le déforment et nous accusent de tout. Les coupes-coupes, ils font partie de notre quotidien, de notre réalité. Les gens peuvent toujours dire qu'on a des coupes-coupes et qu'on est dangereux, c'est pas un souci. Mais par exemple, le gars là-bas, tu vois, sa mère l'avait envoyé faire des courses et regarde ce qui lui est arrivé. Il est devenu un handicapé, juste en allant faire des courses. On m'a agressé et tabassé à Combani. C'est avec une barre de fer qu'on m'a frappé à la jambe. Une barre de fer de cette taille-là. Mais je me suis quand même défendu. Il ne sait pas encore s'il pourra remarcher normalement un jour. La rivalité entre les deux quartiers a provoqué un mort début février. Un jeune de 24 ans qui a succombé à des coups de machette. Comme 40% des habitants de Mayotte, ces jeunes vivent dans un bidonville, dont l'insalubrité alimente leur sentiment de révolte. Gia, le rappeur, y est hébergé par un de ses amis, Mohamed. Bienvenue. Je vous fais visiter, c'est moi. Mohamed a construit cette maison de bois et de tôle qu'on appelle un banga à l'âge de 13 ans. La chartinage. Où vous dormez, montre-moi. Comment vous dormez? Moi, je dors à l'intérieur, mais... Okay. Et là, c'est un lit aussi? Oui, moi, je dors là, on dort là. Des fois, vous dormez là? Ouais, on dort là. Là, c'est le salon? Oui, ça, on peut dire que c'est, en gros, c'est le salon.
Mohamed dispose d'un petit jardin potager et d'une vache. Mais pas d'égout, pas d'électricité, ses conditions de vie sont précaires. J'ai que ça comme moyen d'électricité, comme quoi je vis avec ça. Ça, c'est une panneau solaire. Il n'y a aucun investissement dans notre zone. Moi, j'habite là, là, c'est chez moi. C'est pas moi de venir faire la route comme je l'ai fait. C'est moi qui ai mis des escaliers pour que les gens ils puissent passer. Et imaginez, il y a la pluie. Nous, on est les oubliés de la cité. On est livrés à nous-mêmes. Les petits, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de venir ici pour laver leur assiette, se laver, prendre leur eau par ici. Un tiers des habitants de Mayotte n'a pas l'eau courante. À Mirereni, il faut aller la chercher jusqu'en haut de la colline. L'État français ne dépense que 5 000 € par an et par habitant à Mayotte. C'est 4 fois moins qu'en métropole. Le village le plus pauvre, sur tout le département français. C'est ici. Mais c'est ici. Et quand on dit territoire français, liberté, égalité, fraternité. Nous, on ne voit pas ça ici. Cette amertume, les jeunes des Bangas ont parfois du mal à la contenir. Le soir, la sérénité des couchers de soleil est souvent troublée par l'écho des lacrymos. On est camassés, les gars, on se protège avec le véhicule. Vous faites gaffe de ce qui arrive sur la droite. Normalement, c'est non hostile sur la droite. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut nous assurer derrière. La gendarmerie mobile intervient pour reprendre le contrôle d'un pont qui marque la frontière entre les deux quartiers ennemis. En fait, actuellement, le pont serait tenu par l'adversaire, donc on va essayer de s'en emparer pour le dégager et libérer l'axe. Allez, dégagez! Leurs adversaires, ce sont les jeunes de Mirereni, le quartier de Djia. Ils sont armés de pierres et de fer à béton. 2, 4, au près. Ça caillasse à droite, attention, vas-y les gars. 50 mètres, vas-y, sur la droite. Au niveau du panneau, au niveau du panneau. L'adversaire principal le plus violent se trouve face à nous, environ à 150 mètres. Je dirais à une hauteur de 20 manifestants. Le souci qu'on a eu en progressant sur notre position, on a été pris à partie par l'arrière, donc par des personnels de Koubani. Voilà, on est au milieu. En fait, on ne peut pas faire confiance ni à l'un ni à l'autre. Pris entre deux feux, les gendarmes cherchent à repousser les émeutiers retranchés sur les hauteurs. LG, avertissement! Usage de grenades lacrymogènes! Ce qui a mis le feu aux poudres ce jour-là, c'est un banal vol de vélo. Munis de bouteilles d'essence, des jeunes ont incendié en représailles plusieurs cases au hasard. La deuxième, la troisième. C'est 4 maisons, c'est jusqu'en bas. La maison de tôle où vivait Abdou avec sa femme et ses 4 enfants est partie en fumée. J'habitais ici. J'ai pas pu sortir à temps mes affaires. Même les papiers de mes enfants. Tout a cramé. Je te jure, je te mens pas. Tout ce qui me reste, ce sont ces habits. Pour te dire la vérité, je suis ici en situation irrégulière. Abdou et sa femme viennent des Comores. Leurs enfants sont tous nés à Mayotte. L'urgence, c'est de récupérer tout ce qui peut l'être. Il n'y a pas d'eau quelque part pour éteindre ça? Regarde dans ce seau. Je vivais ici, tranquillement avec mes enfants. On vivait très bien. Je n'avais pas de soucis particuliers avec qui que ce soit. Les gens de Mirereni se sont dit qu'ils pouvaient venir nous harceler, nous chasser d'ici et faire leur loi. Ce qui est le plus précieux à leurs yeux, ce sont les affaires de classe des enfants. Parmi les décombres, les cartables ont souffert. Le cartable est à moitié brûlé. Les cahiers sont presque intacts. Preuve de scolarité, ils représentent l'espoir de pouvoir un jour régulariser leur situation administrative.
Je suis triste, mais je peux rien faire. Je ne suis qu'un simple étranger insignifiant. Ce soir-là, plusieurs familles de Kombani se retrouveront sans toit. Dans certains villages de l'île plus favorisés, des habitants ont décidé de prendre eux-mêmes en charge le maintien de l'ordre. C'est le cas à Sada. Mohammadi Atoumani, un pompier volontaire, coordonne un de ces groupes d'autodéfense. Au total, une quarantaine de personnes qui patrouillent la nuit dans les rues de la ville. On voit qu'on est délaissé par l'État. On nous tue, on nous agresse à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. La population a pris ses responsabilités pour se défendre eux-mêmes. Ce n'est pas de prendre une arme pour tuer, mais dire stop. En dehors de tout cadre légal, ces habitants ont décrété un couvre-feu pour les mineurs entre 20h et 6h du matin. Et ils le font respecter en interceptant les récalcitrants. La personne qui fait ce genre de bêtises, on l'attrape et puis on attend les gendarmes venir le récupérer. Tu étais là? Ces jeunes, c'est vous qui les avez attrapés? Oui. C'est ce qu'ils avaient comme arme? Ce jour-là, il y avait même d'autres armes blanches. Avant d'être livrés à la gendarmerie, ces jeunes qu'ils accusent de racket se sont vus infliger une sévère punition qu'on appelle ici un réglage. On est obligé de les régler. Pour moi, je dis réglage, c'est un petit réglage. Enlève ta casquette et viens ici. Au suivant. Un châtiment arbitraire qui consiste à leur raser en partie la tête. Bouge pas, tu risques d'être coupé. Nous savons tous que leur objectif, c'est de déstabiliser le lycée parce que parmi les lycées qui sont tranquilles, c'est le lycée de Sada et Chirongi. Selon lui, ces patrouilles seraient dissuasives et les rues de Sada plus en sécurité. Ces groupes d'autodéfense existent dans plusieurs communes de Mayotte. Ils sont le relais d'organisations qui mènent un combat plus politique. Mohammadi, le pompier volontaire, est membre d'un collectif de citoyens en colère. Ces militants nationalistes mahorais considèrent l'immigration clandestine venue des Comores comme la cause principale de l'insécurité. Bandrélé n'est plus une commune de Mayotte. C'est devenu une commune étrangère. Cette immigration cause des dégâts au niveau sécuritaire, des dégâts au niveau sanitaire et aussi environnemental. Tout va mal ici. Tous les services de l'État ici sont saturés à cause de cette immigration. Safina Soula, la présidente du collectif, possède un snack à Mamoudzou, la capitale. Elle estime que l'État ne met pas les moyens pour stopper le flux migratoire. La France est trop généreuse. Et elle est trop généreuse jusqu'à ce qu'un point où elle devient victime de sa générosité. Parce qu'on a trop accueilli. Maintenant, il faut qu'on fasse des actions. On est fatigué de parler. Il faut qu'on agisse. Malgré ce climat d'insécurité, certains font le pari de Mayotte et misent sur ses atouts. Laurence Baudry a quitté la direction d'un 5 étoiles en Tanzanie pour relancer un des hôtels les plus cotés du sud de l'île. C'est baobab, c'est calme. Pour moi, c'est la plus belle plage de l'île. Des lémuriens pas farouches, des clients locaux et des expatriés, mais peu de vrais touristes. Faute d'investissement, Mayotte n'accueille que 65 000 visiteurs par an, dont les 2 tiers rendent visite à de la famille ou à des amis. Ces bungalows un peu datés vont être rénovés. Les matériaux de construction sont déjà là. Le promoteur, propriétaire de l'hôtel, projette de le transformer en complexe touristique de luxe
avec une cinquantaine de chambres, 2 restaurants, un bar de plage et un spa. Sauf que la carte postale est brouillée par la mauvaise image de Mayotte et l'insécurité. Des visiteurs ont été agressés sur la route d'accès à l'hôtel. Laurence a dû engager 2 vigiles pour veiller sur la tranquillité des lieux. Si ce problème d'insécurité était résolu, eh ben, on aurait énormément de touristes parce qu'on a des très beaux fonds marins, c'est encore naturel, préservé. L'hôtel héberge un club de plongée qui permet de découvrir les trésors sous-marins du lagon. En cette fin de week-end, la seule cliente est espagnole. Là, on va aller sur un plateau de corail, sur la deuxième barrière. Passionnée de plongée, Eloïsa est kinésithérapeute. Elle vient travailler régulièrement ici, mais ne séjourne jamais très longtemps à Mayotte. Voilà. Non, et en plus, moi, je travaille au service des chirurgicaux et à chaque fois, il y a des patients avec des agressions assez importantes. J'ai trop peur, du coup, je viens que pour 3 mois. 3 mois parce que le stress de l'insécurité, je peux le maintenir pendant 3 mois. Si cet stress, je le maintiens longtemps, je péterai un plomb, comme on dit les Français. 1, 2, 3. Eloïsa laisse son stress à la surface. Sous l'eau, c'est un autre monde. La chance lui fait profiter de la magie d'une rencontre avec des dauphins. Plus loin, elle découvre une raie manta de 2 mètres d'envergure. Puis une tortue verte, une espèce menacée d'extinction dont Mayotte est un des sanctuaires. Alors, Trop bien. trop bien. On a vu des dauphins, mais vous avez vu, je pensais que c'était des requins. Des eaux turquoises, des dauphins, mais Mayotte est aussi le théâtre de drames humains quasi quotidiens. Nicolas Floquet est brigadier de police. Sa mission, sur son embarcation ultra rapide, c'est d'endiguer le flux d'immigration clandestine en provenance de l'archipel voisin des Comores. L'île la plus proche, Anjouan, est à 70 km. C'est de là que se lancent la plupart des embarcations clandestines, qu'on appelle les kwassa. Selon l'état de la mer, les risques pris par ces candidats à l'immigration peuvent être énormes. Il arrive des drames. Nicolas Floquet, le chef de bord de la PAF, a récemment dû se jeter à l'eau lui-même pour récupérer des naufragés. Ça faisait plusieurs heures qu'ils étaient à l'eau du coup. Le Kwassa avait chaviré par la poupe avec le poids des moteurs. Donc, il y en avait quelques-uns qui étaient au niveau de l'étrave, qui s'accrochaient. Il n'y a pas à réfléchir, là, les personnes sont en train de se noyer. On n'a pas le choix que de sauter et aller chercher. On a ramené les 6 comme ça à la nage. Il en fallait de peu pour que tout le monde lâche prise à cause de la fatigue, l'hypothermie. Donc ils ont eu de la chance et on a eu de la chance de pouvoir en sauver quelques-uns. Allez! Il y a une fierté personnelle dans l'intervention parce qu'on sait qu'on va être utile dans la sauvegarde des vies. Ce jour-là, Nicolas, ses collègues et les autres équipages dépêchés sur place sauveront 16 personnes. 5 autres se sont noyés. On estime que cette voie maritime clandestine a fait plus de 10 000 victimes en 25 ans. Tous les jours, ils tentent les traversées, on en interpelle tous les jours, mais il y en a toujours qui arrivent à passer. Il y a du monde qui rentre sur Mayotte. Un peu plus tard, c'est un équipage de la brigade nautique de la gendarmerie qui reçoit 2 alertes. La première, elle va pas tarder à pitcher, mais la deuxième, elle n'a pas encore franchi la barrière de corail, donc on va peut-être la voir. Dès qu'ils arrivent au niveau de la barrière de corail, après, on a du mal à les intercepter parce qu'ils ne s'arrêtent pas, en fait. Le pilote pousse les gaz jusqu'à 60 km/h pour rattraper l'embarcation.
Charlie Oscar, Alfonso, je confirme, écho positif, écho positif. Charlie Oscar. Le pilote du Kwassa s'arrête sans tenter de semer les gendarmes. Du coup, il a stoppé, hein, donc il n'a pas tenté de fuir. Hein. Une vingtaine de personnes sont tassées à bord, silencieuses, épuisées par la traversée. Vous ne prenez rien sur vous. Vos affaires personnelles restent dans le Kwassa. Vous les récupérerez tout à l'heure, d'accord? Vous ne prenez pas de téléphone, rien du tout sur vous. Donnez-moi la main. Allez-y. Voilà. C'est bon. Asseyez-vous à côté là. Faites en sorte de la tenir, que le bébé bouge pas trop. À bord, une femme diabétique et cardiaque semble exténuée. Venez là. Asseyez-vous contre le bord ici. Asseyez-vous là. Essayez de vous mettre là-bas. Un passeur. 13 hommes, 6 femmes, 4 mineurs. Ils sont partis hier en fin de soirée, 22-23 heures. Il faut arriver sur la côte, on va dire, ouais, pour 8 heures. Pour 8 heures sur la côte. 459 embarcations ont été arraisonnées et détruites en 2021. 70% de celles détectées par les radars. Mais on estime 3 fois plus nombreux les Kwassa qui passeraient sans se faire repérer. Il y a une belle vague, hein. Oh putain. Bah oui, mais... J'étais pas content, il fallait pas venir. Mais bon, avec les vagues, on n'y peut rien, hein. Oh là là, c'est bon, ne serre pas plus, serre pas plus. Serre pas plus, ouais. Les migrants récupérés par la brigade maritime de la gendarmerie sont conduits dans un lieu de rétention provisoire avant d'être auditionnés. Après qu'un médecin ait confirmé qu'il est mineur, le passeur est placé en garde à vue et interrogé. Pour cette traversée, avez-vous perçu de l'argent? J'ai touché de l'argent, oui. Combien? 300 €. 300 €, il a dit. Connaissiez-vous déjà l'itinéraire ou aviez-vous un GPS? Non, pas de GPS. Je suivais les lumières des bateaux. Si vous me laissez partir, je ne le referai plus jamais. Ce jeune est inconnu, il est mineur, donc je pense qu'il va avoir un placement dans une famille d'accueil. En tant que mineur, il ne peut être expulsé. Sinon, ce passeur risquerait jusqu'à 3 ans de prison. L'enquête se poursuit en interrogeant les passagers sur les conditions de leur départ. Combien vous avez payé la traversée? 150 €. Certains d'entre eux n'en sont pas à leur coup d'essai. Tout à l'heure, il a remis une dame. Celle que j'ai vue il y a une semaine, là, ça fait une semaine, je me suis dit, mais je la connais, je l'ai déjà vue ici. Et elle revient déjà? Oui. Pourquoi ils reviennent aussi vite? C'est Il dit pour tenter de chercher une meilleure vie. 6500 personnes ont été interceptées dans les eaux mahoraises en 2021. Ce groupe sera reconduit aux Comores par le premier ferry du lendemain. Les forces de l'ordre ne se contentent pas d'endiguer le flux migratoire. Elles s'attaquent aussi à ceux qui vivent en situation illégale sur l'île, parfois depuis des décennies. Pour chasser ces clandestins, c'est la mission du brigadier Kamel Gomri et de ses hommes du GAO, le groupe d'appui opérationnel. Donc à tous les véhicules, si tout le monde est prêt, on y va. Une unité de la police aux frontières créée spécialement pour Mayotte. On arrive au niveau du rond-point SFR. Les policiers repèrent une jeune femme à son attitude fuyante. Madame, bonjour. Contrôle d'identité, s'il vous plaît. Police aux frontières. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Vous me présentez un papier d'identité? Madame, vous n'avez pas de papier? Il n'y a pas de séjour, pas de récépissé? Non? Bon. Donnez-moi votre passeport comorien. Allez, venez, madame, on y va. On va vérifier ça. Venez. S'il vous plaît. Songeant à sa probable expulsion, la jeune femme se met à pleurer.
Kamel vérifie au téléphone avec la préfecture si elle a déposé une demande d'asile ou de titre de séjour. Alors là, c'est un cas classique, hein. Pas de demande de titre de séjour. Là, c'est la situation irrégulière pure. Hein. Les effectifs de la PAF ont triplé en 10 ans. Leur efficacité repose sur leur rapidité, au risque d'une procédure parfois expéditive. Papier, il n'y en a pas? Séjour? Récépissé? Il n'y a rien? Comore? En joie? Ok. Souvent, ça part à la courette. Ça se sauve, ça cavale, et on est obligé de leur courir après. T'as les clés? Ok. L'ampleur des moyens déployés par l'État ne décourage pas les clandestins. Madame. Est-ce que vous avez pris le Kwassa? Oui. Elle a pris le Kwassa et si on l'expulse, il va revenir, même si c'est demain. Vous allez vous mettre là, s'il vous plaît? Dans certains quartiers, la police aux frontières a du mal à travailler. C'est le cas à Kaweni, le plus grand bidonville d'Europe, qui abrite de nombreux clandestins. À gauche, à gauche. Police aux frontières, contrôle d'identité, s'il vous plaît. Les interpellations font monter la pression. Merci. Allez. Bon les gars, on dégage. Kamel arme son lanceur de balles de défense. Là, ici, les cailloux volent vite, comme vous voyez, ça se rassemble assez rapidement. Ça vient de partout, là. Donc là, ce qu'on va faire, les véhicules vont descendre, nous, on va sécuriser. Vas-y, reste derrière nous. Tu vois, c'est ça. Ça, c'est le quotidien, ici. Allez, c'est bon, les gars, on plie. C'est bon? Allez, c'est parti, monte. À quelques rues de là, la deuxième équipe est elle aussi prise à partie. Les enfants, pareil, restez pas là. Montez-vous vite. Ouais. Et voilà, ça y est, ça caillasse. Ah, c'est bon, les gars, on quitte. La difficulté, c'est qu'il faut vraiment faire des passages éclairs, interpeller et puis quitter les lieux très rapidement. Parce que nous, le but, c'est pas non plus que ça parte en violence urbaine ou quoi. Ouais. Les arrivants les plus récents se cachent de plus en plus loin. L'unité de Kamel va poursuivre sa traque dans le dédale des ruelles et des ravines. C'est lui. Il est là-bas. C'est en grimpant dans ces bidonvilles qu'ils ont gagné leur surnom de police basket. Tu les entends là? Vous voyez, il y en a sur les hauteurs là-bas. Voilà, puis là, on les entend tous s'appeler. Ils se donnent l'alarme, en fait, ils se donnent l'alerte et ça nous nargue. Ils savent que là, on les aura pas. Passé l'effet de surprise, vous faites plus rien. Dès qu'on est dans le quartier, il y a un mot qui est moro, qui veut dire feu, il y a la police, donc tout le monde s'enferme. Seule à n'avoir pu s'enfuir, cette jeune femme se résigne à suivre Kamel, avec sa petite fille, dont le dernier souvenir de Mayotte sera l'épaule d'un policier. « 23 724 personnes ont été expulsées de l'île en 2021, 2 fois plus que sur l'ensemble de la France métropolitaine. Pour freiner l'immigration illégale, l'État se sert aussi d'une loi destinée à résorber l'habitat insalubre. 1652 cases en tôle ont été détruites l'an passé, à coups de bulldozer. En octobre dernier, à Mirereni, 140 personnes ont ainsi été décasées, selon l'expression locale. Au cœur du quartier qu'habite le rappeur Djia. Regardez là-bas, il n'y a rien. Même là, il y avait une famille là. On avait des amis ici. Je ne peux même pas vous dire où ils sont.
Une nouvelle opération de destruction est programmée pour les jours suivants. 113 personnes doivent être délogées dans le quartier de Kombani. Selon Ali Kadhafi, un médiateur social, sans mesure d'accompagnement, cette opération aura des conséquences néfastes. C'est à partir de là, en allant vers là-bas, celles-là, ils vont être détruits là-bas. Pourquoi ça va être détruit? C'est suite aux violences qu'il y a entre Kombani et Mireleni. Ils se disent que c'est la cause, parce que ces gens-là habitent là. C'est eux qui sont la cause de ces conflits. Les décaser pour décaser et les laisser à la rue, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est foutre encore plus de bordel dans un bordel. Il faut quand même les loger. C'est laisser des gens à la rue comme des animaux. Et ça, c'est inadmissible. Dans ce bidonville vivent des familles entières, comme celle de Mounje Soulé. Bonjour. Installé à Kombani depuis 20 ans, il a déjà évacué sa maison. On nous a dit de partir. Alors on est parti, car on n'avait pas vraiment le choix. Ce qui me gêne, c'est que la préfecture ne nous a pas laissé assez de temps pour trouver un nouveau logement ailleurs. 1 mois pour quitter les lieux. Après 2 propositions de relogement provisoire inadaptées, Mounje Soulé a décidé de porter plainte contre l'État. Régulier à Mayotte, bénéficiant d'un titre de séjour, il compte faire valoir ses droits. La justice a son idée, et nous on a la nôtre. On espère qu'on ne sera pas oublié, qu'il y aura une décision favorable, car notre cause est légitime. À Mamoudzou, avec plusieurs autres familles concernées et le soutien d'associations, Mounje Soulé vient contester la légalité de son décasage devant le tribunal administratif. Alors j'appelle l'affaire numéro 11. L'affaire est jugée en visioconférence par un magistrat basé à La Réunion, à 1000 km de là. Le juge va leur donner raison et invalider leurs expulsions, estimant insuffisantes les propositions de relogement. C'est l'occasion qu'attendaient Mohamadi Atoumani et les militants de son collectif pour agresser ces familles comoriennes et les militants associatifs qui les épaulent. Rentrez chez vous! Rentrez tous chez vous! On en a assez de vous! Ça fait combien de temps que les Maoris ne dorment plus chez eux? Moi, je suis un Maori du natif. Un Joanais qui sort de chez lui, il vient chez moi, il prend mon terrain. Imagine-toi, tu as ton terrain, tu payes l'impôt tous les ans. Et aujourd'hui, tu arrives chez toi, tu veux ton terrain, on te dit que quand tu rentres sur ce terrain, on va te tuer. Est-ce que vous allez accepter? C'est la manière dont nous, les Maoris, on vit. Nous demandons au préfet de faire son travail. Nous exigeons de lui qu'il démolisse, qu'il fasse de ce qu'il veut pour qu'on se sente un petit peu en sécurité. Quelques semaines plus tard, le décasage sera reprogrammé par la préfecture. Qu'ils aient des papiers ou non, les habitants des Bangas sont considérés comme indésirables. Certains immigrants n'attendent pas d'être expulsés pour rentrer aux Comores. Sur le port de Mayotte, les journées de Kamel Gomri, le brigadier de la police aux frontières, commencent invariablement par une surprenante routine. Hey, ça va? La prise en charge des candidats au retour volontaire. Monsieur, bonjour. Des papiers. Vous voulez partir? Ok. Vous avez la carte d'identité comorienne ou pas? Donnez-la moi, s'il vous plaît. Au bout d'un moment, certains décident de retourner chez eux, mais ils n'ont pas forcément les moyens pour payer un billet de bateau ou autre. Donc, ils nous attendent et nous, on s'occupe de faire le nécessaire pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Monsieur, dans vos poches, il n'y a pas de briquet, il n'y a pas de cutter? Okay. 3 mois plus tôt, ce jeune homme risquait sa vie pour rejoindre Mayotte en Kwassa. Je veux partir parce que je me sens pas bien ici. Et puis j'ai demandé des papiers, mais ça marche pas. C'est trop dur la traversée. Grâce à Dieu, on arrive à destination. Pourquoi est-ce que vous repartez? Je veux rentrer retrouver ma mère qui est gravement malade.
Chaque jour, une dizaine de personnes économisent les 150 € du billet retour. Vous servez un peu d'agence de voyage Ouais, là-dessus, je peux pas trop... Oui, voilà. C'est presque ça, on va dire. Voilà. Ouais, c'est reçu, Denis, on t'attend. Parmi tous les clandestins renvoyés par ferry aux Comores, beaucoup tenteront de revenir. Non loin, au large d'une crique, ils croiseront peut-être ce jour-là le catamaran de Denis et Chloé, la maîtresse d'école. Ouais, ça va. C'est une belle journée. Ouais, ils sont contents, hein. Avec sa classe, elle est arrivée à destination. Les petits scientifiques en herbe vont apprendre à repiquer des coraux avec une équipe de l'Institut de recherche et développement venue tout exprès de La Réunion. Ils ont récolté au large ces fragments de coraux vivants qui se sont détachés du récif. Donc il va falloir essayer de coller une petite branche de corail sur le socle là-bas. Si tu peux essayer avec la ligne. On va mettre la colle sur le petit pot de Valentin. Voilà, et hop, tu peux coller. C'est de la super glue? Oui, c'est la super glue spéciale qui colle dans l'eau. Moi, je suis trop contente pour eux. Qu'ils fassent ça une fois dans leur vie, je trouve que c'est exceptionnel. Fais jouer un peu, Parce que je pense que ça va être la seule fois dans leur vie où ils vont pouvoir voir le corail de près, le manipuler. Bravo! Et tu peux venir la déposer ici. Félicitations. Bravo, Anakin. Je pense que c'est un beau projet parce que les gros sont en voie de disparition. Et pourquoi c'est important les coraux? Parce que c'est la maison des poissons et la barrière de corail, elle stoppe les grosses vagues et les diminue. On a fait une action écologique. On reconstitue notre récif. Il ne reste plus qu'à fixer au fond de l'eau les grilles portant les boutures. Allez, j'y vais. Les plongeuses les scellent à l'aide de tiges en métal. Chloé, la maîtresse, a l'intention de revenir avec sa classe d'ici un mois pour surveiller la croissance des bébés coraux et aider ses petits élèves à s'évader de leur quotidien incertain.